Et en fait, je me rends compte que c'est l'une des notions en fait, les plus importantes, les plus fondamentales pour les entrepreneurs, le product market fit, mais c'est l'une des moins comprises. Alors on va essayer ensemble d'explorer ça et de creuser ça en détail. Alors d'abord, je vais vous dire quelque chose de très personnel. Je pense qu'il faut diviser les startups en deux catégories. Celles qui ont un product market fit et celles qui ne l'ont pas. Et je pense que les entrepreneurs n'admettent pas cette idée assez profondément et passent leur temps à s'écouter entre eux et à écouter les conseils sans avoir ce filtre préalable. Par exemple, quand je parle à une startup, je ne dis jamais la même chose si elle a un product market fit ou si elle ne l'a pas. Et c'est comme ça que des fois, des startups ont l'impression que je dis des choses très contradictoires. Par exemple, prenons un cas tout bête. Dépenser beaucoup d'argent en marketing. Je dis à la plupart des startups que c'est débile. Pourquoi ? Parce que la plupart des startups n'ont pas de product market fit. C'est typiquement le genre de choses où lorsque vous passez de ne pas avoir un product market fit à avoir un product market fit, la chose la plus idiote du monde devient la chose la plus intelligente. Alors qu'est-ce que c'est ce product market fit ? Product market fit, c'est tout bête. C'est avoir un produit qui rencontre un marché et qui arrive à vendre de façon automatique au-delà des efforts que vous faites. Je m'explique. Vous pouvez voir votre journée comme une tentative désespérée de faire comprendre ce que vous faites. Et là, j'en vois qui sourit, je compatis avec vous. Cette volonté de faire comprendre ce que vous faites, c'est l'acte entrepreneurial qui consiste à essayer d'amener un produit sur un marché donné. Et est-ce que ce marché va comprendre ou pas ce que vous faites ? Le marché, c'est quoi ? C'est cet ensemble théorique qui sont en fait l'ensemble des utilisateurs que vous avez ou que vous n'avez pas encore et qui sont la cible de votre produit. Est-ce que ma cible comprend ce que je fais ? Oui, non. Est-ce que lorsqu'elle comprend, est-ce qu'elle achète ? Oui, non. Et est-ce que quand elle achète, elle en parle aux autres ? Oui, non. Vous venez d'avoir les 3 caractéristiques d'un fit parfait avec un marché. Un fit au sens une rencontre amoureuse quasiment entre un marché et un produit, c'est lorsque le produit est compris par les gens qui l'utilisent, c'est lorsque le produit est acheté par les gens qui l'utilisent, et c'est lorsque le produit est partagé par les gens qui l'utilisent. Par exemple, un produit qui a trouvé très rapidement son market fit et qui est en train de faire l'unanimité, c'est Slack. Qui ici utilise Slack ? Boom, product market fit. Vous avez vu le nombre de mains qui se sont levées alors que le produit a 9 mois ? Maintenant, prenons une autre startup. Qui utilise Stripe ? Vous voyez, on est en début de product market fit. Là, on a une population de start-upers. Si je demande qui utilise Slack, on a toutes les mains qui se lèvent. Si je demande qui utilise Stripe, il y a moins de mains qui se lèvent. Maintenant, faisons le jeu à l'envers. Qui ici vend quelque chose sur Internet et a besoin de collecter les cartes bleues ? Levez la main. OK. Maintenant, restez la main levée. Allez, un petit effort, on travaille. On va transformer ça en cours de stretching. Maintenant, qui utilise Stripe ? Gardez la main levée. Vous voyez, il est pas mal comme product market fit. Et ça, c'est la première chose que vous devez vous poser quand vous vous posez la question de est-ce que j'ai un product market fit ou pas ? Est-ce que j'ai ciblé correctement la population à laquelle je parle ? L'un des conseils que j'entends le plus souvent de la part des gens qui essaient de faire la même chose que nous, c'est il faut que ta startup soit compréhensible en moins de 10 secondes. Il faut qu'un enfant de 4 ans comprenne ce que tu fais en moins de 10 secondes. J'ai jamais entendu un truc plus débile. Dans la liste des choses débiles que vous pouvez dire à un entrepreneur, celle-là, elle se top au top 1. Il n'y a rien de plus débile. Pourquoi ? Parce que la vraie phrase, c'est il faut que les gens qui peuvent acheter votre produit, qui sont donc votre cible, comprennent en 10 secondes. Et la cible, elle peut avoir plusieurs caractéristiques. Par exemple, si vous vendez un produit de big data pour des grands comptes, qu'un gamin de 4 ans ne comprenne pas ce que vous faites, c'est plutôt rassurant. Et ça, c'est la premier élément du product market fit. Est-ce que le marché comprend ce que vous faites ? Est-ce qu'il arrive à vous identifier et à définir votre objet et votre produit de façon claire et distincte ? Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, des fois, les gens comprennent ce que vous faites, mais ce n'est pas pour ça que vous avez un product market fit. Ils comprennent ce que vous faites, mais ils n'arrivent pas à transformer cette compréhension en acte d'achat. Et ça, nous, on le voit tous les jours, des startups qui nous disent « c'est bizarre, j'ai énormément d'enthousiasme, j'ai énormément de rendez-vous,
j'ai énormément de je sais pas quoi, tout le monde parle de mon produit, mais personne n'achète. Et alors, pour le bien de ce workshop, quand je dis le mot acheter, ça peut vouloir aussi dire acheter quelque chose de gratuit. Dans le cas d'un produit gratuit, acheter, ça veut dire l'utiliser et avoir de la rétention. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce que les gens disent? Les gens disent, bah, pourtant j'avais l'illusion d'avoir mon product market fit, parce que j'ai fait des interviews, j'ai été dehors, j'ai demandé aux gens, qu'est-ce que tu penses de mon produit? Et ils m'ont répondu très poliment que c'était une idée géniale. Et le problème, c'est que le marché, il est violent. Le marché, il est injuste. Le marché, il est très, très dur. La différence entre la perception que vous pouvez avoir de la compréhension de votre produit et la réalité de cette compréhension par le marché peut des fois être un gouffre. Par exemple, il y a des gens, ils enchaînent les rendez-vous parce qu'ils sont sympathiques. Et ils n'ont pas vu qu'ils avaient une sympathie product, no market fit. Et ça peut être très différent. Vous pouvez être un très très bon commercial, mais juste ne pas réussir à vendre parce que vous ne vendez pas la bonne chose. Par exemple, nous, des fois, à The Family, il y a des gens qui viennent nous voir, on dit « Ah, votre entrepreneur, machin, qu'est-ce qu'il est brillant. Oh là là, on a passé des heures ensemble à parler. » Oui, mais alors, tu vas acheter son truc? Ah non, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais tu lui as dit que ça ne t'intéressait pas du tout? Ah non, mais il a bien dû comprendre. Ça fait 6 mois qu'on parle et j'ai rien acheté. Ça, c'est le dialogue quotidien qu'on a. Et de l'autre côté, quand on parle aux mêmes entrepreneurs, ils vous disent « Je suis sur le point de closer machin. Là, il est vraiment au bord de signer. Je pense qu'il y a quelque chose. » Et ça, c'est quoi? C'est le fait de ne pas admettre que votre startup n'est pas encore en product market fit. Ça ne sert à rien d'essayer de faire de l'acquisition. Ça ne sert à rien de vendre si vous n'avez pas la certitude que vous avez un product market fit. La troisième chose d'un product market fit, donc on reprend, un product market fit, c'est le fait que les gens comprennent ce que vous faites, c'est le fait que les gens achètent ce que vous faites, et la caractéristique ultime du product market fit, c'est que les gens parlent de ce que vous faites. Et alors ça, il n'y a rien de plus beau. On va reprendre l'exemple de Slack. Qui a téléchargé Slack parce qu'un ami lui en a parlé? C'est plus d'un tiers de la salle. Et qui a téléchargé Slack parce qu'il en a entendu parler dans la presse? C'est le tiers qu'on a parlé au tiers d'après. Donc vous voyez, vous avez vos early adopters et vos late adopters. Mais tout product market fit passe par le fait que vous atteignez dans votre marché ce qu'on appelle de la liquidité. C'est-à-dire que quand vous dépensez 100 € d'effort, vous gagnez un multiple de cet effort en argent et en revenus. Et c'est cet effet-là que tout entrepreneur cherche, une forme d'effet de levier. C'est la fameuse scalabilité. Si vous gagnez autant d'argent que vous en dépensez, si pour produire 1 €, vous avez besoin de faire 1 € d'effort, vous n'avez pas un business très rentable. Si pour 1 $ d'effort, vous en gagnez 10, vous commencez à avoir un business intéressant. Si pour 1 $ dépensé, vous en avez 100, vous devenez Google. Et c'est à peu près le ratio entre Google. Ça ne veut pas dire que Google fait 99% de revenus, parce qu'ils ont de la R&D, ils ont des coûts fixes, ils ont tout ça. Mais si vous regardez l'effort déployé en commercial par Google et l'argent gagné par Google, vous avez plus de 99% de marge. Et c'est ça que en fait, vous cherchez quand vous avez un product market fit. C'est que vous cherchez à bâtir un produit où le fait de le vendre est une forme d'évidence. Une des phrases que je répète le plus souvent à nos entrepreneurs, et qui est sans doute la plus dure à exprimer émotionnellement, c'est « Success is obvious ». Je ne saurais même pas comment la traduire en français. Ce sera un truc du genre « Lorsque tu auras du succès, mon fils, tu sauras ». Mais c'est une phrase que personne ne comprend jamais et que j'utilise toujours pour expliquer aux gens qu'ils n'ont pas réussi. Ils ont l'impression d'avoir le début, ils ont 10 clients, 20 clients, mais je sens bien en fait qu'il n'y a pas de product market fit et je sens bien qu'il n'y a pas de liquidité sur leur marché. Et je leur dis « Success is obvious ». Qu'est-ce que ça veut dire « Success is obvious » ? Ça veut dire que le jour où vous avez un product market fit, pour de vrai, vous ressentirez une sensation qui est très différente de tout ce que vous avez pu connaître dans votre vie. Et ça vous paraîtra être une évidence. D'ailleurs, petit moment d'histoire, petit parallèle, la Cour suprême américaine a débattu pendant des années et des années la définition du porno. C'est l'un des plus grands procès devant la Cour suprême américaine. Comment définit-on à coup sûr le porno? Et ils ont fini par avoir cette définition juridique très subtile, le porno et l'évidence. Au sens où, en fait, on peut débattre qu'un film est érotique ou pas, mais le porno ne fait jamais de doute. Et bien, le success market fit, c'est la même chose.
Ça ne fait jamais de doute. Quand vous ne l'avez pas, vous pouvez essayer d'argumenter. Vous pouvez essayer de convaincre quelqu'un vous de l'avez. Mais à partir du moment où vous avez la moindre personne qui doute de votre product market fit, c'est que le product market fit n'est pas encore réel. Le product market fit fait l'unanimité. Et c'est un sentiment et c'est une ambiance qui est très très particulière dans les startups. Je vous l'ai dit au début, il faut distinguer les startups en deux grandes classes ontologiques, par nature. La première grande classe, c'est les startups qui n'ont pas de product market fit, et la deuxième classe, c'est celles qui l'ont. Celles qui l'ont, on pourrait appeler ça des problèmes de riches. Parce que quand vous avez un product market fit, à partir de ce moment-là, tout change dans votre startup. La chose la plus dangereuse, ce n'est pas la concurrence, c'est la concurrence future. Parce que si vous n'allez pas assez vite dans l'exécution de votre product market fit, d'un seul coup, des gens peuvent avoir la certitude que c'est une bonne chose de vous copier. Lorsque vous avez un product market fit, d'un seul coup, tous vos employés pensent que c'est fini, que vous avez réussi, qu'il faut juste maintenant attendre, alors que c'est le moment où il faut travailler encore plus dur. C'est beaucoup plus dur de motiver des gens à rester barbares, incroyablement violents, alors qu'il y a du succès, que de le faire alors qu'il n'y en a pas. Quand vous êtes une start-up et que vous êtes en galère, vous pensez que c'est le moment le plus dur de votre histoire. Mais en fait, le moment le plus dur de l'histoire d'une start-up, c'est de survivre au succès. Parce que les startups qui échouent parce qu'elles n'ont pas réussi à trouver leur marché, etc., bon, elles ne savent pas ce que c'est de réussir, mais ce n'est pas très amer comme échec. Il y a une forme d'héroïsme face à ces échecs-là. Je peux vous dire que les échecs de succès, les échecs de type « j'ai pas su gérer ma croissance, j'ai pas réussi à être à la hauteur du succès qui m'est arrivé », prenez l'exemple de MySpace par exemple. Vous imaginez MySpace a 500 millions d'utilisateurs et un product market fit évident le jour où Facebook se lance. 500 millions d'utilisateurs. Puis ils sont revendus à, comment il s'appelle ce chanteur là, Justin Timberlake pour 10 balles. Vous imaginez la sensation d'avoir été aussi près de bâtir quelque chose d'important et qui compte et de finir vendu à Justin Timberlake? C'est dans le genre dépressif, peut-être qu'il y a des fans, aucun jugement de ma part, de toute façon je ne vois même pas qui c'est. Mais ce genre de problème, ce n'est pas la peine de les anticiper. Ce genre de problème, il faut juste en avoir conscience, il faut juste les traiter au moment où ils viendront. Maintenant, la question, c'est comment vous faites pour découvrir votre product market fit, qui est la question que vous vous demandez tous dans cette salle, si vous êtes entrepreneur. Et si vous êtes un voisin curieux, bienvenue. Donc, comment déterminer le product market fit? En fait, il y a une méthode toute bête, et il y a une méthode que la plupart des entrepreneurs ne veulent pas utiliser parce qu'elle est sans doute trop dure. Mais pourtant, déterminer si on a un product et un product market fit, ça se fait en 5 minutes. Comment on fait ça? On va sur AdWords, on va sur Facebook Ads, on détermine très précisément sa cible et on achète d'un coup énormément de trafic pendant 24 heures et on regarde le taux de conversion. Je lisais des articles pour préparer ce workshop et il y a un article qui m'a fasciné, c'est un article de Sean Ellis qui a eu le droit de prendre les 1000 startups de son entourage et de leur poser une seule question. Quel est votre taux de conversion sur votre première campagne, la première semaine de lancement? Et il a découvert qu'il y avait deux groupes de startups. Il y avait les groupes de startups qui avaient plus de 40% de conversion et il y avait le groupe des startups qui avaient moins de 5%. Et il n'y avait rien au milieu. Strictement rien. Et ça montre la power law dans laquelle vous vivez. Ce que vous cherchez, c'est les 1% de cas qui vont rapporter les 80% de revenus. C'est ça que vous cherchez en tant qu'entrepreneur. Si vous pensez que dans cette pièce, il y aura plus d'un gagnant, c'est que vous n'avez pas compris la structuration du monde entrepreneurial et la concurrence dans laquelle vous êtes. Il n'y aura qu'un gagnant, il n'y en aura pas deux. Et il n'y a pas de semi-gagnant dans l'entrepreneuriat. Soit vous avez un fit, soit vous ne l'avez pas. Et la façon la plus simple de savoir si on a un fit ou pas est de se confronter le plus rapidement, dans les meilleures conditions, au marché. Et pour ça, vous avez un outil extraordinaire par rapport aux générations précédentes, qui est l'acquisition de trafic. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il fallait être débile de dépenser de l'argent en marketing si vous n'aviez pas de product market fit. Je ne suis pas en train de vous dire de dépenser de l'argent en marketing.
Je suis en train de vous dire de dépenser de l'argent pour tester votre proposition de valeur. Est-ce que ce que vous faites, si vous arrivez à acquérir les gens facilement, se vend ou pas? Et de regarder cette réalité et d'admettre en face que si vous avez moins de 40% de conversion, c'est que vous avez un problème. C'est quelque chose que peu d'entrepreneurs font, mais si plus d'entrepreneurs le faisaient, au moins ils auraient un bon sens de quand il faut pivoter ou pas. Parlons du fameux pivot. Qu'est-ce que doit faire un entrepreneur qui n'a pas de product market fit? Il doit pivoter. Alors j'ai un problème avec ce terme de pivoter, parce que ce terme vient sans doute de l'idée qu'il ne faut pas trop changer radicalement, etc. et qu'il faut passer d'étape en étape. Ça ne fonctionne pas. Personne ne trouve de product market fit comme ça. Je vois bien d'où vient le terme et je vois bien ce que les Américains entendent par ce terme. Mais nous, Français, on a tendance à prendre la pire version de ce que les Américains entendent. Et je peux vous dire que la définition d'un pivot en France n'a rien à voir avec la définition d'un pivot aux US. Un pivot aux US, c'est par exemple, vous êtes Twitter, vous faites une société de podcast, vous effacez tout et vous lancez Twitter. Et ça, ils appellent ça un pivot. En France, on appellerait ça rebâtir une boîte ou changer de marché, ou changer d'idée, ou changer tout ça. En fait, l'idée du pivot, elle vient du fait que vous gardez un point fixe qui est l'équipe et vous avez un point mobile, comme au basket, quand on pivote au basket. Vous avez vu quel équilibre? Vous avez un point mobile qui est le produit, l'idée, le marché. C'est pour ça qu'on parle de pivot. On ne parle pas de pivot parce qu'on parle de micro-changement. Si vous n'avez pas de product market fit, il n'y a qu'une seule chose à faire. C'est feuille blanche. Quand vous avez un product market fit, les itérations incrémentales servent à quelque chose. Par exemple, si vous avez un product market fit, vous pouvez réfléchir sur votre homepage à comment passer de 40 à 60% de conversion. Ou comment, en tweakant le prix, vous allez faire plus de ventes parce que vous allez passer d'un prix qui était à 199, vous allez passer à 99, et donc vous allez vendre 10 fois plus que votre perte de 2 fois moins. Ça, c'est des itérations post-product market fit. Mais les itérations pré-product market fit, elles ne ressemblent pas à ça. Elles ressemblent à une seule chose, page blanche. Effacez tout. Vous ne vous rendez pas compte la valeur qu'il y a sur le cerveau à ne rien garder. Vous ne vous rendez pas compte à quel point c'est libérateur de repartir de zéro et de le faire souvent jusqu'au moment où vous ayez un product market fit. Et vous ne devez pas vous mentir, il n'existe aucune start-up au monde qui a réussi sans product market fit. Aucune équipe au monde n'a réussi à battre le marché. Marc Andreessen, qui a rendu cette expression de product market fit très célèbre, dit « No team, even smart as I am, can beat a market ». Je n'oserais pas reprendre la phrase à mon compte, mais vous ne vous imaginez pas qu'il est possible de gagner sur un marché. Si vous avez un marché, vous avez un marché. Si vous n'en avez pas, laissez tomber. Ce n'est même pas la peine de compter. Et il y a 3 mots que vous devriez vous interdire lorsque vous n'avez pas de product market fit. Premier mot, il suffit qu'on éduque le marché. On l'a tous entendu, celle-là. Il suffit qu'on éduque le marché. Alors, vous la notez en grand, vous la barrez, vous la blasphémez, vous l'interdisez. Personne n'éduque un marché. Un marché, ça se conquiert. Par exemple, si je pose là la question de qui a acheté l'iPhone première génération, l'iPhone 3, une personne, bon, faites pas les timides, ok. Donc ils sont à peu près 7, 8. Si je pose qui a acheté l'iPhone 4, voilà, déjà il y a un tiers de la salle. Et qui a acheté l'iPhone 5, voilà, le reste. Les jet lagués. Ça, ce n'est pas une éducation de marché. Ça, c'est une dispersion de marché. Il y a eu des early adopters et il y avait un product market fit avec les early adopters. Ces early adopters ont convaincu les adopteurs d'après, la late majority, blablabla. Vous connaissez toutes cette courbe d'adoption de l'innovation. Et si vous ne connaissez pas la courbe d'adoption de l'innovation, tapez courbe d'adoption de l'innovation sur Google, vous verrez, c'est vachement bien expliqué. Le sujet, c'est que vous ne pouvez pas vous tromper sur qu'est-ce que ça veut dire avoir un product market fit. Par exemple, si l'iPhone n'avait pas été vendu à 1 million d'exemplaires au début, et s'il n'y avait pas eu une presse aussi dithyrambique, il n'y aurait pas eu de product market fit. Le product market fit, il ne se définit pas par le nombre de ventes. Je ne suis pas en train de vous dire que les startups qui sont un succès sont les startups qui vendent beaucoup. Elle serait facile, celle-là. Et oui, pour faire une startup à succès, c'est très simple. Il suffit de vendre beaucoup
Et alors, plus vous vendez, mieux ça se passe. Non, ce n'est pas ça l'enseignement. L'enseignement, c'est que le pourcentage et le taux d'effort doit être décroissant. Le pourcentage de gens que vous convertissez, lui, doit être croissant. Et votre taux d'effort, il doit être décroissant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez autant de mal à inscrire le 10e client que vous en avez eu à inscrire le premier, c'est que vous n'avez pas de product market fit. Ça veut dire que les gens ne comprennent pas ce que vous faites, que les gens n'achètent pas ce que vous faites sans une grande force de conviction de votre part. Et surtout, ça veut dire que rien de ce que vous avez accumulé comme preuve et comme indice sur ce que vous faites ne vous a rapporté quoi que ce soit. C'est pour ça que la métrique star, lorsque vous ne savez pas si vous avez encore un product market fit ou pas, c'est le taux de conversion, quels que soient vos chiffres. Si vous avez quelques centaines d'utilisateurs, mais que 99% d'entre eux utilisent votre produit, vous avez sans doute un product market fit. Et va se poser la question de à quel point votre marché est gros, à quel point il est liquide, à quel point il est haut, à quel point il est facile de le conquérir. Mais ce n'est pas la même nature de question. Réfléchissez bien. À chaque fois que vous recevez un conseil à partir de maintenant, réfléchissez à cette question très simple. Est-ce que ce conseil est donné avant la phase de Product Market Fit ou est-ce qu'il est donné après la phase de Product Market Fit? J'allais dire de Product Market Kiff. Mais c'est un peu ça l'idée. L'idée, c'est est-ce que les gens kiffent profondément ce que vous faites ou pas? C'est ça, en fait. Il n'y a pas d'autres questions intéressantes. Et si vous n'êtes pas capable d'avoir une certitude, une conviction, vraiment un drive qui vous rend cinglé à propos de cette certitude, c'est tout simplement que vous ne faites pas encore la bonne chose. Et si vous ne faites pas encore la bonne chose, je vous invite à changer radicalement ce que vous faites. Je ne comprends pas pourquoi les startups françaises passent autant de temps à essayer de convaincre les autres qu'elles ont raison, plutôt que de passer du temps à faire quelque chose qui marche. Si vous faites une startup pour la beauté de l'idée, et parce que vous croyez à votre idée et que vous pensez que vous allez convaincre tout le monde, oubliez, ce n'est pas fait pour vous. Allez à l'université, faites de la recherche, faites des trucs intéressants et intelligents. Parce que convaincre les gens de la dernière app ou de je ne sais pas quoi, en plus c'est frivole. Construire une boîte, c'est pas dans la plupart des constructions d'aventures intéressantes, ce n'est pas le product market fit qui a été le boulot le plus intéressant. C'est de transformer un product market fit en succès mondial. Ça, c'est intéressant. Bâtir une société, essayer de bâtir quelque chose qui compte et qui reste, ça, c'est intéressant. Survivre à la concurrence, ça, c'est intéressant. Parmi tous les gens qui ont un product market fit, ça, c'est un enjeu entrepreneurial. Mais passer des mois et des mois et des mois avec une courbe plate, vous savez, en médecine, quand la courbe est plate, c'est que le cerveau est mort. Ce n'est pas différent sur un marché. Si après des mois et des mois, votre courbe est plate, il n'y a aucune raison que ça décolle. Alors, prenons un exemple, Airbnb. Il y a cette vidéo qui circule partout où on explique qu'Airbnb, ils ont défendu leur concept pendant plus de 38 mois et qu'au bout de 38 mois, ça a fini à décoller. Faux. C'est pas... Je viens d'avoir une image en tête là. C'est pas ça qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que Airbnb n'avait pas de product market fit pendant des mois. Ils n'avaient pas quelque chose de compréhensible, ils n'avaient pas quelque chose que les gens avaient envie d'acheter et ils n'avaient pas quelque chose dont les gens parlaient. Et la grande transformation d'Airbnb, c'est que le jour où Airbnb a été chez les gens à New York et a compris profondément pourquoi les gens achetaient Airbnb, à partir de là, ils ont eu de la liquidité et à partir de là, ils ont eu un product market fit. Et une nouvelle histoire de leur boîte s'est installée. Mais ils n'ont pas passé 38 mois à faire la même chose. Ils n'ont pas passé 38 mois à convaincre les gens qu'ils avaient raison avec leur concept. Ce n'est pas ça qui s'est passé. Le product market fit d'Airbnb, c'est une série de découvertes intéressantes sur qu'est-ce que c'est le marché d'Airbnb, qu'est-ce que c'est la value proposition que les gens attendent et qu'est-ce qu'on peut faire pour que cette value proposition soit massive. Ensuite, une fois qu'ils ont eu ce product market fit, ils ont eu l'intelligence d'avoir des techniques de growth hacking et d'avoir des méthodes de distribution pour aller plus vite. Mais ils l'ont fait parce que, justement, ils avaient un product market fit. D'ailleurs, ils le disent, le meilleur conseil qu'ils aient jamais reçu de la part de Paul Graham, c'est d'arrêter d'essayer de vendre Airbnb à travers le monde et de se concentrer à New York. Parce que la meilleure façon d'obtenir un product market fit, c'est de réduire la complexité du problème. Et ça, c'est un point important. C'est que, voyez le fait d'avoir un product market fit comme le fait d'écrire une équation. Une équation
où vous allez écrire une phrase toute bête qui est « Qu'est-ce que je vends ? À qui ? Comment ?» Ça, c'est l'équation de tout Product Market Fit. Qu'est-ce que je vends ? Ma value proposition. À qui ? La façon dont je définis mon marché et mon segment de clientèle. Et comment je fais le pont entre les deux. Et si on reprend les 3 caractéristiques du Product Market Fit, vous verrez que si vous arrivez à résoudre cette équation, vous arrivez à avoir quelque chose où il y a une forme de liquidité, c'est-à-dire une forme de mouvement continu. Si vous savez exactement ce que vous vendez et à qui vous le vendez et que vous avez une façon sûre de joindre les deux bouts, c'est-à-dire le comment, il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas de Product Market Fit. À moins que, tout simplement, les gens à qui vous essayez de vendre quelque chose, ça ne les intéresse pas, ou qu'encore plus fondamentalement, ce que vous essayez de vendre n'est absolument pas intéressant. Mais si vous regardez la façon de résoudre cette équation, quelle est la façon la plus simple ? Eh bien, tout simplement, c'est de n'avoir qu'une inconnue par caractéristique. Si ce que vous vendez, à qui vous le vendez et comment vous le vendez a plusieurs inconnus, d'un seul coup, la complexité de l'équation que vous essayez de décrire devient très vite exponentielle. Imaginez que vous vendiez 2 produits. Et d'un seul coup, votre complexité est au carré. Imaginez que vous le vendiez à 2 endroits différents et qu'en plus, vous le vendez à 2 cibles différentes. Comment voulez-vous avoir la moindre certitude de data en ayant autant de critères et d'inconnus différents dans votre équation ? La meilleure façon d'avoir une équation de Product Market Fit est d'écrire une équation à une seule inconnue. Je vends A à B en utilisant C. Point. Et vous pouvez changer A, vous pouvez changer C, vous pouvez changer B, et vous pouvez faire des tests les uns après les autres. Mais par définition, vous devez avoir un point fixe. Et la façon la plus simple de construire un point fixe est d'inscrire B dans le marbre. C'est-à-dire que vous avez 2 façons de construire une boîte. Soit vous avez A et vous essayez de trouver un marché qui lui correspond, et c'est ça votre point fixe. Et alors là, entre nous, bon courage. Parce que des boîtes qui ont A et qui ont essayé de trouver leur marché, moi j'en vois tous les jours. J'attends d'en trouver une qui a réussi. J'attends d'en trouver une qui un jour vient me dire, écoute, après avoir testé 250 segments clientèle différents, figure-toi qu'il y a des barjots qui achètent notre truc. Nous-mêmes, on est étonnés, en fait, mais bon. Non, ça n'arrive pas. Par contre, c'est la majorité des startups sont dans cette configuration-là. Elles ont A et elles essaient de trouver quelqu'un à qui le vendre et de le refourguer. Mais vous savez, il y a une réalité toute bête, hein, c'est qu'en général, les segments sont assez universalistes. En général, on a une intuition assez claire de pour qui on fait quoi. Les gens peuvent se raconter, quand les gens se racontent le mystère de « j'ai A, mais je ne sais pas à qui le vendre », c'est qu'en fait, ils savent très bien au fond d'eux que A n'est pas intéressant. Parce qu'en général, le point le plus clair, c'est qui vous visez. Il n'y a pas une infinité de segments, il n'y a pas une infinité de types de clients. Déjà, vous pouvez prendre comme point fixe vous-même et vous dire qu'est-ce que j'ai envie d'acheter. C'est le point fixe le plus simple, et le plus narcissique et le plus efficace. Mais vous pouvez aussi prendre comme point fixe quelqu'un que vous connaissez, ou un type de client que vous connaissez, ou une structuration d'entreprise que vous connaissez. Il n'y a pas de sujet, c'est facile de fixer le point du marché. Beaucoup plus dur de fixer le point du produit. Et l'autre différence, c'est qu'un produit, ça se change. Un produit, ça se réinvente. Un produit, ça se transforme. Un marché, bon courage. Et ça, c'est une autre réalité que les entrepreneurs doivent admettre, c'est que je vous ai dit tout à l'heure que la phrase « j'éduque mon marché » est illégale, interdite, blasphématoire. Pourquoi ? Pour une raison très simple. C'est qu'un marché, en général, il est bien plus fort, bien plus statique et bien plus impressionnant et avec bien plus d'inertie que votre petite start-up n'aura jamais. C'est comme si vous étiez au bord de l'eau et que vous vous disiez c'est très simple, pour traverser l'eau, il suffit que la mer s'ouvre. Bon, il y en a un qui l'a fait, mais depuis, on n'a pas réussi à reproduire l'expérience. Et pourtant, qu'est-ce qu'un entrepreneur qui veut changer un marché veut faire ? C'est qu'il veut prendre cette masse et cette eau qui est devant lui et lui dire « S'il te plaît, comporte-toi selon mes désirs. S'il te plaît, fais en sorte de faire ce que je te dis. » Par exemple, une autre phrase interdite, « Mes utilisateurs ne comprennent rien. » Récemment, on a eu un entrepreneur très brillant qui est venu nous expliquer que tout le monde utilisait son truc, c'était pas faux, que
de façon assez incroyable, il y avait énormément de viralité autour de son produit. Oui, effectivement. Mais personne n'achetait. Ah. Donc vous avez une courbe d'acquisition qui est comme ça. Genre tous les jours, il y a des nouveaux clients. Vous avez une courbe de viralité qui est encore plus forte. C'est-à-dire que le moindre mec qui passe sur son site internet explique à tout le monde que c'est le produit qu'il faut, mais il n'a pas fait une seule vente. C'est bizarre quand même. Bah pourquoi? Donc son explication à lui, oui, mes utilisateurs sont des ahuris, mot pour mot. C'est des gens, ils sont cons, ils comprennent rien. La vérité, c'est que le produit n'est pas adapté au marché. Il n'y a pas de fit. Il y a un market, il a une preuve de marché évidente, puisque tout le monde achète la promesse. Manque de peau, il ne sait pas faire de produits que ces abrutis savent utiliser. Le problème, c'est que lui, dans 3 mois, il n'a plus d'argent et les abrutis auront gagné. Parce que la grande leçon dans l'entrepreneuriat, c'est que vos utilisateurs, ils sont le roi. C'est très connu comme adage, le client est le roi. Et dans l'entrepreneuriat, c'est encore plus vrai qu'ailleurs. Et je vais vous dire ma devise secrète, c'est puisqu'il est le roi, il faut le faire payer très cher. Mais pour faire payer très cher un roi, il faut le satisfaire. Et pour satisfaire un roi, il ne faut pas hésiter à être le fou de la bande. Parce que vous ne pouvez pas espérer que ce soit lui qui change. Vous ne pouvez pas espérer que tout ça va se transformer en votre faveur. Lorsque vous regardez des histoires à la Airbnb, à la Apple, etc., et que vous croyez qu'ils sont partis d'un iPhone et qu'ils ont été à 100 millions et que le marché s'est transformé, c'est tout simplement parce que vous confondez transformation d'un marché et liquidité d'un marché. Bah oui, parce que quand on achète un objet de 800 €, il faut réfléchir. Il y a des gens, ils réfléchissent 1 mois, il y a des gens, ils réfléchissent 3 mois, il y a des gens, ils réfléchissent 3 ans, il y a des gens, ils réfléchissent 10 ans. Ma mère veut acheter un iPhone. J'ai eu une crise de panique le jour où on a eu cette discussion. Je me suis dit, mais Apple, ils sont vraiment trop forts. Et si vous connaissiez ma mère, vous comprendriez ce que je viens de dire. Mais c'est ça, en fait, le sujet. Le sujet, c'est que lorsqu'on a un product market fit, on a un taux de conversion élevé. Après, ça peut mettre du temps à se disperser et ça peut mettre du temps à conquérir tout le monde parce que vous ne pouvez pas parler à la terre entière dès le premier jour. Mais la question, c'est que la bonne image, c'est quoi un product market fit? C'est que vous prenez 100 personnes de votre cible au hasard, vous les mettez dans une pièce et vous leur demandez que tous ceux qui achètent restent. Et la question, c'est plus il y a de gens qui restent et plus votre product market fit est élevé. Et si votre product market fit est élevé, vous pouvez vous poser des questions d'acquisition, etc. Mais ne vous les posez pas tant que vous n'avez pas bâti cette certitude. Et encore une fois, il n'y a pas de secret. C'est très, très facile. Alors, une des questions qu'on me pose très souvent, c'est oui, mais pour avoir un product market fit, il faut avoir un product. Pour avoir un product, ça prend énormément de temps à développer. Comme ça prend énormément de temps à développer, j'ai 2 problèmes. D'abord, je n'ai pas envie de jeter à la poubelle 18 mois de travail. C'est psychologiquement gênant. Et la deuxième chose, c'est que finalement, c'est quand même très dur de tester plein de produits différents. C'est-à-dire que si vous partez, les gens intuitivement, on se dit que c'est plus facile de tester plein de marchés différents que de plein de produits différents. Alors ça repose sur 2 erreurs. Et 2 erreurs très contre-intuitives. La première erreur, c'est de croire que 18 mois de travail loupé ont une autre valeur que le mot loupé. Lorsqu'on a passé X mois, 18 mois, 24 mois, 36 mois à travailler pour rien, ça ne sert à rien de s'acharner. C'est pas grave, c'est la vie. Des fois, on fait des erreurs, elles coûtent plus ou moins cher. Mais ne pas savoir cut the loss, ne pas savoir à quel moment il faut couper, c'est la pire erreur que vous puissiez faire. C'est la pire. Il n'y a rien de pire. Parce qu'au lieu d'avoir 18 mois de perte, vous aurez 24 mois de perte, puis 36 mois de perte. C'est un peu comme si un endetté se disait que la meilleure façon de sortir de cette situation, c'est de s'endetter plus. Et puis une fois que vous êtes plus endetté, vous vous dites, bon, au point où j'en suis, une petite ligne de crédit de plus. De ces situations-là, on ne sort pas. La seule façon de sortir d'une situation de surendettement, c'est le write-off. C'est un moment d'effacer toutes ces dettes. Il n'y a aucune autre façon de sortir du surendettement. Parce qu'à un moment, vous passez à un point où votre endettement est tel qu'aucun de vos revenus ne pourront même compenser le taux d'intérêt. Et la construction de produits, la construction de start-up, c'est la même chose. À partir du premier jour où vous travaillez, vous avez un compte dette qui monte. Et ce compte dette, il a un taux d'intérêt qui monte. Et ces intérêts, ils coûtent de plus en plus cher. Et il y a une seule façon d'arrêter cette spirale, c'est à un moment de couper radicalement.
Vous ne pouvez pas faire autrement. Il n'y a pas de technique miracle. Et il vaut mieux se rendre compte qu'on a tort au bout de 12 mois qu'au bout de 3 ans. Parce qu'à la fin, si vous avez tort, il n'y aura pas de différence dans 36 mois qu'il y en a aujourd'hui. Et la deuxième idée contre-intuitive qui fonde cette intuition qui dit que c'est plus facile de tester un marché que de tester un produit, c'est parce qu'elle repose sur l'idée que pour trouver un product market fit, il y a besoin d'avoir un vrai produit. Et ça, je ne sais plus comment le dire, je ne sais plus quoi faire pour le faire comprendre aux gens, mais vous n'êtes plus dans le monde de vos parents, quel que soit votre âge. Vous n'êtes plus dans le monde de vos parents. On n'est plus au 19e siècle. On n'est plus à une époque où le paradigme industriel veut qu'on ait une idée, qu'on conçoit, qu'on fabrique et qu'on vende. C'est fini. Vous avez un outil à votre disposition, qui est l'Internet, qui vous permet de tester artificiellement votre product market fit avant de faire le moindre effort. Avant de faire le moindre effort. Vous pouvez créer des features qui n'existent pas et regardez si les gens s'inscrivent. Vous pouvez tester dans votre produit des choses qui n'ont pas été développées pour voir si les gens l'utilisent. Vous pouvez apprendre à fake it until make it. Ça n'a jamais été une devise aussi importante de notre génération. Et les gens le vivent très bien. Il y a le village d'irréductibles gaulois qui se dit que tout ça n'est que de l'arnaque d'utilisateurs est un village qui est en train de perdre la compétition mondiale de la création de produits. Parce que pendant ce temps-là, vous avez des centaines, des milliers, des millions de startups américaines qui testent des choses et réduisent leurs coûts de conception. On a eu un entrepreneur récemment, c'est la foire, qui nous a dit « Ouais, j'hésite vachement, tu vois, bon, d'un côté, je pourrais rentrer, il parle comme ça, d'un côté, je pourrais rentrer aux The Family ou sinon aller aux US et lever des millions. » Et moi, je lui ai dit que franchement, je préférais qu'il rentre à The Family et que tout de suite, il aille aux US lever des millions, si je pouvais choisir. Que s'il peut lever des millions, il ferait mieux d'aller lever des millions plutôt que me faire perdre mon temps. Voilà. Et que la probabilité qu'il lève des millions aux US repose sur le fait que sa seule connaissance des US est TechCrunch. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette grande incompréhension générale? Cette grande incompréhension, c'est que vous avez l'illusion, de là où vous êtes, qu'aux États-Unis, des gens arrivent à lever des millions sur des idées, sur des concepts, sur des produits. J'ai jamais vu personne aux États-Unis lever de l'argent sans product market fit, à l'exception des gens ayant eu dans le passé des product market fit personnels. Par exemple, il y a une boîte là qui vient de lever 170 millions au premier tour de table sur un slide, mais le fondateur a vendu 3 boîtes à plus de 100 millions. Alors effectivement, on ne se pose plus de questions, on se dit, bah, ok, on y va quoi. Mais si vous enlevez le groupe des entrepreneurs ayant une carrière personnelle et un passé, personne aux US lève des fonds sans product market fit. Et la différence entre les US et la France en termes de financement et de marché de financement, c'est que les US sont capables d'évaluer un product market fit mieux que personne. Les investisseurs US savent ce que c'est un product market fit. Et donc, ils sont capables de faire des paris sur des startups toutes petites, ayant des tout petits chiffres, à des niveaux bien plus élevés que n'importe qui est capable de le faire, parce qu'ils savent ce que c'est un product market fit. Et c'est ça la différence que vous ne percevez pas. Maintenant, le cas de cet entrepreneur et le cas de millions d'autres entrepreneurs, c'est qu'ils ne savent pas ce qu'est un product market fit. Parce qu'ils ne veulent pas admettre cette idée qu'ils ont à leur disposition tous les outils pour tester leur product market fit avant de démarrer quoi que ce soit. Avant de faire quoi que ce soit. Et la situation est très différente aujourd'hui d'il n'y a ne serait-ce que 4 ans. Faites très attention aux conseils que vous entendez de la part d'entrepreneurs qui ont fait une boîte il y a plus de 4 ans. Entre 2008, 2009, 2010, il y a eu des changements énormes dans l'Internet. D'abord, Facebook n'avait pas 1 milliard de personnes. Vous imaginez, vous avez une plateforme avec 1 milliard de personnes dessus. Ça, c'est un fait nouveau, c'est un fait changeur. Aujourd'hui, vous pouvez targeter les gens par rapport à leur attitude sur Facebook. Vous vendez quelque chose dans le voyage, vous pouvez targeter les gens qui voyagent en ce moment dans Facebook. Vous faites un produit qui intéresse les gens qui aiment les chats, vous pouvez taguer les gens qui ont liké des pages à propos de chats. Il n'existe aucune caractéristique sociale, démographique, intellectuelle, d'attitude, de situation que vous ne pouvez pas taguer dans Facebook. Faire semblant que ça n'existe pas
et vous comportez comme si vous étiez en 1999 et que vous faites votre produit et qu'après vous testerez le marketing, c'est débile. Pourquoi? Parce que vous avez une chance et une différence, c'est qu'aujourd'hui, la compétition, elle commence au Product Market Fit. Et qu'avant le Product Market Fit, vous n'avez pas beaucoup de questions à vous poser. Pourquoi? Parce que vous pouvez le tester hyper simplement et pour pas cher. Aujourd'hui, pour à peu près 1 000 €, vous pouvez ramener entre 20 000 et 100 000 personnes en fonction de votre cible sur Facebook. Pour 1 000 €. Déconnez pas en vous racontant des histoires que c'est compliqué, etc. D'ailleurs, une phrase blasphématoire interdite dans ce temple, c'est « on a fait un super produit, mais on n'a pas commencé le marketing. On n'a pas commencé la com, on n'a pas commencé tout ça. » Alors, franchement, moi, à chaque fois que j'entends cette phrase, au début, ça me faisait sourire. Mais maintenant, ça provoque chez moi des crispations de violence terribles parce que je me dis, mais qu'est-ce que tu as foutu de tes journées? Qu'est-ce que tu fais? Si vous vous dites que, en fait, vous avez des bonnes excuses à ne pas réussir, mais que le jour où vous vous motivez, bah, vous allez réussir, vous vous racontez la pire histoire qu'on puisse se raconter. C'est pas le genre d'histoire acceptable, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Dès le premier jour, vous devez être obsédé par est-ce que j'ai un marché ou pas, et est-ce que ce produit répond à ce marché ou pas. Rien d'autre ne doit vous intéresser. Et vous pouvez itérer, faire ce que vous voulez, changer, tourner en rond, vous raconter toutes les histoires que vous voulez autour de ça. Il n'empêche, pas de product market fit, pas d'avenir. Et c'est ça le sujet. Le sujet, c'est comment vous pouvez vous convaincre le plus rapidement. Encore une fois, vous avez un outil à votre disposition. AdWords, vous pouvez acheter des intuitions. Facebook, vous pouvez acheter des gens. Je le répète, ceci n'est pas une stratégie d'acquisition. On va faire un warning là en rouge. Ceci n'est pas une stratégie d'acquisition. Il y a une grande différence entre savoir si on a un product market fit ou pas et le fait d'aller avoir des stratégies d'acquisition. Par exemple, maintenant, vous avez des outils incroyables comme Product Hunt. Product Hunt est un product market fit. Soit vous avez de la croissance sur Product Hunt, et ça prouve qu'il y a un marché, soit vous n'en avez pas. Après, il y a plein de sujets. Ok, vous avez eu de la croissance sur Product Hunt, vous avez eu 2000 personnes. Sur les 2000 personnes, il y en a 800 qui sont inscrits. Et sur les 800, il y en a 650 qui vous ont écrit en vous insultant et en vous disant « mais c'est quoi ce produit pourri? Pourquoi vous avez fini sur Product Hunt ?» Bah ça, c'est la meilleure nouvelle de l'année. Comprenez ce qu'est… Par exemple, je vais inventer ma métrique personnelle. J'ai remarqué quelque chose de très contre-intuitif. Je vais faire mon Sean Ellis. J'ai remarqué que plus un produit était insulté lors de son test de Product Market Fit, plus il avait un avenir radieux. C'est contre-intuitif. On pourrait se dire, un utilisateur, il doit être content dès la première version, il doit être incroyablement satisfait. Non, parce que quand ça compte pour les gens sur Internet deviennent violents, c'est des bêtes sauvages. D'abord parce qu'ils sont derrière un écran et anonymes, ça permet tous les courages. C'est plus dur en face. Et c'est pour ça que vous feriez mieux d'écouter ce feedback anonyme et sauvage plutôt qu'aller voir les gens et leur dire « Qu'est-ce que tu penses de mon super produit ?» et qu'ils vous regardent avec un grand sourire très poli et disent « C'est super ». Parce que vous êtes français, vous n'avez pas de bol, vous êtes né dans un pays où personne ne sait faire de feedback honnête en regardant les gens dans les yeux. Et ils le font très bien dans votre dos. D'ailleurs, vous savez quoi? Une super stratégie en France, c'est de demander aux autres ce qu'ils pensent de votre truc. Ça, déjà, vous avez un peu plus de chances de vous rapprocher de la réalité. Mais encore plus de chances, faites-le en ligne de façon anonyme. Permettez aux gens d'être des affreux connards. Parce que quand vous permettez aux gens d'être des affreux connards, vous aurez tout de suite une réalité par rapport à la perception de votre marché. Est-ce que votre marché comprend ce que vous faites ou pas? Est-ce que votre marché achète ce que vous faites ou pas? Et est-ce que votre marché va parler de ce que vous faites ou pas? Et tout le reste, dans cette phase-là, c'est de la foutaise. Et tant que vous n'avez pas de product market fit, vous ne devriez rien faire d'autre. Rien. Aucun autre sujet n'est important. Lever des fonds, c'est une blague. J'en ai marre d'entendre ces discussions de gens qui, sous prétexte qu'ils ont levé dans les années 2000, à chaque fois qu'ils voient un entrepreneur, ils disent « Oui, alors là, c'est le moment d'aller lever des fonds. » Non, le seul moment pour aller lever des fonds, la tête haute, et je le précise, la tête haute, c'est avec un product market fit. Après, choisissez votre camp. Vous pouvez vous dire « Ah ouais, moi je fais partie de ces gens qui adorent supplier les gens de m'aider. J'adore demander de l'aide aux gens, j'adore me mettre en position de faiblesse et je vais aller leur demander de l'argent alors que j'ai rien. » Bah, super. Ou sinon, peut-être que vous avez la chance d'avoir des relations personnelles préalables aussi. Mais si vous n'avez pas de relations préalables et si vous n'aimez pas vous soumettre, oubliez la levée de fonds. La levée de fonds, ça vient après un product market fit. Ça ne vient pas avant. Etc., etc. Autre sujet, le recrutement.
recruter quelqu'un dans une startup alors que vous n'avez pas de product market fit et que cette personne soit autre chose qu'un stagiaire esclavagisé, pour le dire simplement, idiot, débile, vous ne savez pas ce que vous faites. Il n'y a rien de pire que de mettre de la résistance intellectuelle autour d'une table. Manger une pizza à plus de 3 personnes, c'est impossible. Alors, fabriquer un produit, vous avez déjà vu l'hystérie quand on choisit une pizza et qu'il y a plus de 3 personnes en jeu? C'est hyper compliqué. Tout le monde finit avec sa propre pizza. Alors qu'à 2, ça va, on arrive à la rigueur, on la coupe en 2, on dit moitié-moitié. C'est très dur. Et ben, imaginez ce que c'est faire une start-up. C'est bien plus dur que faire une pizza et choisir une pizza. Qu'est-ce que je parle? C'est bien plus dur que d'acheter une pizza. Et c'est ça, en fait, le sujet que vous vous posez. Le sujet, c'est que si vous commencez à embaucher des gens, qu'est-ce qui se passe? Les gens, ils pensent et ils viennent dans votre startup parce qu'ils croient que vous avez déjà un product market fit. D'ailleurs, ils ne connaissent même pas le concept. Mais dans leur tête, vous allez vivre les étapes que vivent une startup qui a un product market fit, qui sont lever de l'argent, se déployer, vendre, faire des partenariats, trouver des clients, développer de la relation, faire des PR. Vous voyez, toutes ces tâches classiques que les gens imaginent être les tâches d'une startup, tout ça, ce sont des tâches de product market fit. Ce ne sont pas des tâches de pré-product market fit. Les tâches de pré-product market fit, c'est fabriquer un produit, le tester, le changer pour voir s'il finit par coller avec un marché. Et bien, cette tâche-là, plus vous êtes nombreux autour d'une table, plus c'est affreux, plus c'est dur. Et pourquoi? Parce que vous pouvez vous raconter des excuses sur le fait que vous avez besoin de plus de développeurs, plus d'ingénieurs, parce qu'il manque la petite feature A, il manque la petite feature B, etc. Mais tout ça, c'est de la connerie si vous admettez l'idée que vous pouvez tester votre product market fit avant même de lancer quoi que ce soit. Et ce moment-là, ce moment fondateur, c'est le moment dans lequel vous allez construire l'avenir de votre boîte. Plus votre product market fit va être impressionnant, et plus la croissance pourra être déployée avec brio, rapidité, etc. Donc concentrez-vous sur trouver quelque chose qui a un très très fort taux de conversion. Merci beaucoup. Allez, des questions. Ça, c'est le product market fit le plus dur en France, les questions. Chaque fois, il faut chauffer la salle. Yannis, s'il te plaît. Ah, bah vas-y, Stéphane. Alors, ouais. D'accord. Alors, est-ce que quand je parle de taux de conversion de 40%, est-ce que je parle de taux de conversion in fine ou sur la promesse? Je parle sur la promesse. C'est-à-dire, alors pour faire encore plus précis, plus de 40% de conversion sur votre landing page. La question, c'est est-ce qu'à partir du moment où vous avez ciblé quelqu'un, est-ce que vous avez pratiquement une personne sur 2 qui achète ou pas? Et quand vous avez ciblé quelqu'un, si vous n'avez pas ça, les taux de conversion finaux in fine seront trop bas. Puisque la règle, c'est dans un funnel de 3 étapes, on perd un dixième à chaque, enfin, on divise par 10 à chaque fois. Si on commence à moins de 40, on finit à moins de 0 en fait. C'est aussi bête mathématiquement. Donc il faut faire, et ça, c'est une réalité qui est très dure, hein, mais j'oublierai jamais moi, vraiment le jour où je me suis rendu compte qu'il y avait un product market fit ou pas, c'est le jour où Bunker a lancé ici et on est parti en levée. La première fois que Bunker a eu un article dans TechCrunch, il s'est passé des choses que j'avais vu rarement en fait. Il y a un truc qui m'avait moi vachement marqué, qui est un indice de product market fit. À l'époque, Bunker était un produit payant. Et il y a un type qui avait sorti sa carte bleue et qui avait acheté plusieurs années d'avance de Bunker en mettant un message à la fois hyper sympa et hyper désagréable, qui était « J'espère que cet argent vous permettra de vous acheter un ingénieur ou deux ». Ça c'est typique du product market fit. C'est-à-dire que d'un côté, c'est une super news. Il y a un type qui paye d'avance plein de choses. De l'autre, c'est hyper dur. On se prend ça en pleine tête. C'est vraiment ton produit, c'est de la merde. J'ai honte pour toi. Mais comme j'ai pas le choix, que tu réponds vraiment à quelque chose que j'attends, que je désire, bah, je suis prêt à attendre et je suis prêt à admettre. Une image que vous pouvez avoir en tête, avoir un product market fit, c'est exactement la même chose que quand dans une relation amoureuse très déséquilibrée. Vous pouvez voir la startup en fait comme le marché et l'entrepreneur comme 2 protagonistes d'un couple. Et il y a 3 cas.
il y a le cas où le marché aime autant l'entrepreneur que l'entrepreneur aime le marché. Ça, c'est les coupes équilibrées, c'est les boîtes de service, ça, en général. C'est-à-dire que les gens qui vous connaissent, ils vous aiment bien. Les gens qui ne vous connaissent pas, ils ne savent pas qui vous êtes. Ça fait des jolis enfants et vous avez une maison, puis peut-être si vous réussissez bien, une maison de campagne, un chien et 2 gosses, quoi. Donc ça, c'est la grande majorité des sociétés qui fonctionnent. Et là, je parle des sociétés qui trouvent un product market fit. Je ne vous parle pas de tous les gens qui sont exclus et qui n'ont pas de relation amoureuse. Je vous parle des gens en couple. Alors ensuite, il y a le cas où en fait, l'entrepreneur en fait, aime beaucoup plus son marché que son marché l'aime lui. Et alors, ces cas-là, en fait, c'est des cas assez dramatiques où vous avez des gens qui surdélivrent, mais ils surdélivrent pour pas grand-chose, parce que même s'ils font un produit parfait, même s'ils sont aux petits soins, même s'ils sont incroyablement attentifs, attentionnés, et tout ce que vous voulez, en face, il n'y a pas de répondant. C'est terrible. C'est vraiment, c'est les petits canards, quoi. Pour avoir une image en tête, c'est ces gens, on en a tous un dans notre entourage, d'un type ou d'une fille qui court après quelqu'un qui ne le mérite pas, quoi. Et puis, de l'extérieur, on voit bien qu'il y a un problème, mais de l'intérieur, ça a l'air de marcher. Et alors, ces types de product market fit, ça donne toujours des boîtes où on se dit, ah, il n'aurait pas manqué grand-chose pour que ça devienne extraordinaire. Pour vous donner un exemple de ce type-là, c'est sans doute, Dailymotion. Dailymotion, c'est le case absolu. Les mecs, ils ont fait 3 fois plus de features que YouTube. Ils ont développé plein de trucs, ils n'ont même pas été fichus de se faire acheter tranquillement par Yahoo pour des clopinettes. Ils sont en train de errer et de mourir lentement à petit feu. Plus personne n'utilise vraiment Dailymotion. La courbe d'usage s'écroule, la courbe d'acquisition s'écroule. C'est terrible. Et pourtant, ils ont surdélivré. Il y a eu une époque où Dailymotion innovait beaucoup plus rapidement que YouTube. Si vous regardez YouTube, c'est l'un des pires produits du marché. Par rapport à la mission YouTube, moi, à chaque fois que je vais dessus, maintenant que j'y vais assez souvent, ça me rend dingue. Et vous n'imaginez même pas leur interface de stats où ça fait vraiment je me fous de ta gueule.com. Là, YouTube nous a annoncé qu'en fait, aucune des datas qu'on a depuis 3 mois ne peut être considérée comme fiable. C'est un message. Bon, d'accord. C'est juste notre business de mettre des vidéos sur YouTube. Bon, je le prends super bien. Mais il n'y a pas de problème. Et alors, donc, ça, c'est le dernier cas. C'est le cas où le marché aime beaucoup plus l'entrepreneur que l'entrepreneur aime le marché. Et ça, c'est le déséquilibre ultime. Parce que ce déséquilibre-là, il produit plein de choses. D'abord, il peut produire des réactions de haine, de type ah, mais t'es pas à la hauteur, machin. Mais en fait, ce n'est qu'en fait une projection d'amour hyper intense. Et surtout, lorsque vous prenez le pouvoir face à vos utilisateurs, dans ce cas-là, là, c'est incroyable. Par exemple, alors Dieu sait que c'est des amis et que je ne dis pas ça. Je dis ça parce que collectivement, on va apprendre. C'est pas pour. C'est pas du tout une critique, mais j'ai été très marqué récemment par un email que j'ai reçu de la part de Lima. Vous savez, Lima, le Kickstarter 1,2 million qui malheureusement n'a pas encore livré. Ne pas livrer du hardware et ne pas livrer un Kickstarter, c'est la norme. C'est pas la peine de se la raconter, c'est pas la peine de se la jouer. Les mecs sont pas à la hauteur, blablabla, je sais pas quoi. C'est la norme. Il y a pratiquement aucun Kickstarter qui est reçu. Le problème de ce qu'ils ont fait, et le problème, c'est qu'il y a des gens qui, à une époque, à cause d'Edward Snowden, à cause de Prism, etc., ont surpayé pour quelque chose qui n'existait pas. Ils étaient typiquement dans la structuration où le marché vous aime beaucoup plus que l'entrepreneur n'aime le marché. Et quand vous êtes dans ce genre de relation amoureuse, la seule chose que le marché comprend, c'est la domination. Rien d'autre. Et dans ce genre de cas, c'est un peu comme dans d'autres trucs, ne jamais s'excuser. Jamais. Si vous avez le malheur de vous excuser, ils ont envoyé un email d'excuses à leurs utilisateurs. Moi, j'ai reçu l'email, j'ai ouvert l'email, j'étais dans le bureau et j'ai parié qu'il y aurait une émeute sur Twitter dans les secondes qui suivent. Et l'émeute était délirante de violence. Pourquoi ? Parce que d'un seul coup, vous montrez à vos utilisateurs qu'il y a un problème. Par exemple, moi, si je les avais conseillés, si j'avais su qu'ils envoyaient cet email, je leur ai dit, 1, on ne s'excuse jamais.
deux, on délivre. Donc moi, si j'avais été dans ce cas-là, j'aurais fait semblant qu'il n'y avait pas de retard. Après tout le monde sait qu'il y a du retard, il n'y a pas besoin d'en parler, il n'y a pas de problème. Et j'aurais dit, regarde la maison de campagne que je suis en train de te construire. Et ça quand vous êtes dans ce genre de lien de domination, comme ils en ont besoin, comme ils attendent cet amour, quand les gens attendent l'amour, il y a toujours le truc. Un livre là-dessus, c'est 50 Shades of Grey, dont j'ai vu la bande-annonce récemment. J'ai compris beaucoup de choses sur l'entrepreneuriat avec cette bande-annonce. Mais c'est la même chose. C'est qu'à partir du moment où quelqu'un vous aime au-delà de la raison, au-delà de la mesure, vous pouvez faire ce que vous voulez avec lui. Et c'est la même chose que vous voulez atteindre en tant qu'entrepreneur. En tant qu'entrepreneur, vous voulez réussir à choper un marché, à closer le marché et à tenir le marché. Et ça demande énormément de force. Si vous n'êtes pas à la hauteur, si vous mettez du temps à être à la hauteur, etc., ça prend du temps. Et de ce point de vue-là, ça va devenir une lubie, mais qu'est-ce qui nous impressionne? Regardez Bunker. Les mecs ont sorti une nouvelle version avec un peu de retard, machin, je sais pas quoi. Ils se comportent comme si c'était la norme, comme si ils ont complètement changé de proposition de valeur, ils ont complètement changé de machin, parce qu'ils sont encore plus proches de leur marché et ils ont des super chiffres. Et en fait, c'est ça le sujet. Le sujet, c'est tout le monde sait que vous allez foirer, tout le monde sait que vous ne serez pas à la hauteur. Ça ne sert à rien d'en parler. Ça ne sert à rien de se flageller. Il faut juste être respectueux et avancer. Point. Et c'est aussi bête que ça. Et donc, si vous pouvez avoir ce genre de structuration, c'est des indices énormes de product market fit. Et ça se reconnaît notamment dans ces taux de conversion. La situation où vous avez un taux de conversion très élevé et un taux de déception très élevé au-dessus, ces situations-là, c'est de l'or en barre. D'ailleurs, une situation qui est un peu dangereuse, c'est que vous avez un taux de conversion très élevé, mais personne ne vous parle. Alors ça c'est parmi les pires, c'est-à-dire que ça, c'est caractéristique des nice to have. Les nice to have, c'est quoi? C'est des choses, si ça existe, tout le monde est content, mais personne n'est prêt à se battre pour que ça existe. Donc vous constatez des taux de conversion très élevés, mais c'est déjà un bon point. Hein. Je ne suis pas en train de vous dire que vous avez déjà fait la moitié du travail, mais si les gens ne sont pas frustrés derrière, c'est tout simplement que vous n'êtes pas dans quelque chose d'assez fondamental. Vous n'êtes pas en train de taper quelque chose d'assez fort. Question? Alors, donc la question c'est, avez-vous une expérience ou des remarques sur les marchés B2B plutôt que B2C? Alors, très bonne question, merci beaucoup. Ça me permettra de faire deux précisions très explicites. La première précision, c'est que je pense que la distinction B2B, B2C a disparu. Elle est morte il y a un an et demi, elle n'existe plus. Et les gens qui continuent de croire qu'elle existe toujours sont des gens qui n'ont pas compris comment on conquiert l'entreprise d'aujourd'hui. Bon, ça c'est un point. Maintenant, sur un point plus pragmatique, le product market fit en B2B est d'autant plus évident qu'en B2C, parce que s'il existe un monde où les gens sont prêts à acheter pour quelque chose qui n'existe pas et qu'ils le font tous les jours, c'est le monde de l'entreprise. Tous les jours dans le monde de l'entreprise, il y a des mecs qui achètent des trucs qui n'existent pas. Tous les jours. Et ça fait 40 ans que ça dure. À tel point qu'à mon avis, si on prend le taux de commande et le taux de délivrabilité dans l'entreprise, je pense que c'est pire que Kickstarter. Je pense qu'entre une grande entreprise et Kickstarter, je pense que sur Kickstarter, les types délivrent plus leurs promesses que personne n'a jamais délivré de promesses à une grande entreprise. Et c'est pour ça qu'en B2B, vous avez d'autant moins d'excuses concernant le product market fit. Le product market fit en B2B, c'est très simple à tester. Un, vous testez l'attrait de votre value proposition sans prix. Il n'y a rien de pire qu'en B2B que d'essayer de résoudre deux problèmes à la fois. Savoir qu'est-ce qu'on vend et à quel prix. Pourquoi? Parce qu'en B2B, le prix est très compliqué. C'est un problème en soi. C'est exploratoire de découvrir un prix en B2B. En B2C, un prix, ça se décrète. Vous savez, vous dites ouais, je vais vendre ça 20 balles. Et puis les gens, ils achètent ou ils n'achètent pas. Et puis vous passez à 10 balles ou à 30 balles. Ça peut changer vos taux de conversion, ça peut changer vos taux de croissance. Mais fondamentalement, ça ne change pas votre product market fit. Le pricing n'a pas d'impact sur le product market fit en B2C. Par contre, en B2B, il en a un. C'est pour ça que avoir testé d'avoir un product market fit en étant payant, c'est très contre-intuitif. Il y a plein de gens qui disent qu'il faut se faire payer dès le premier jour, blablabla, tout. C'est vrai, il faut survivre, il faut gagner de l'argent. Mais ce n'est pas ça le point. Le point, c'est est-ce que vous avez un product market fit? Il ne faut pas confondre ce que vous faites de façon opportuniste pour survivre, avancer,
récupérer un contrat à droite, à gauche, à machin. Et ce que vous faites parce que vous avez un product market pour tester votre product market fit. C'est deux sujets différents. Le sujet de votre survie n'est pas un sujet de construction de start-up. C'est juste nécessaire. Ce n'est pas fondamental, mais vous en avez besoin. Et donc, quand vous êtes en phase de construction, quand vous êtes en phase de test en B2B, testez toujours sans prix. Est-ce que les gens sont intéressés ou pas? Et lorsque vous voyez que les gens sont intéressés, il faut tester deuxième chose très rapidement, parce qu'un product market fit en B2B, il a une caractéristique, c'est la rétention. Quelque chose que les entrepreneurs ne veulent pas admettre sur les produits B2B, c'est qu'en B2B, lorsque les gens utilisent quelque chose, ils n'en changent pas, ou ils en changent très peu. La frivolité consumériale en B2C est bien plus résistante en B2B qu'en B2C. En B2C, la rétention est un non-problème. Pourquoi c'est un non-problème? Parce qu'elle se travaille dans le temps. En B2B, la première chose que vous devez travailler, c'est votre rétention, et elle est intimement liée au fait d'avoir un product market fit ou pas. Si vous n'avez pas de rétention, vous n'avez pas de product market fit. Troisième sujet que vous devez faire en B2B, c'est que la génération de leads est en votre faveur. J'ai dit tout à l'heure que B2B, B2C, c'est la même chose pour une raison simple, c'est que finalement, en B2B, vous pouvez être beaucoup plus B2C que vous ne l'êtes en B2C. Le spam en B2C, c'est illégal. Vous ne pouvez pas envoyer des emails pour un produit consumer non sollicité. Envoyer un email de masse non sollicité à des consommateurs finaux est illégal. Pas d'autre façon de le faire, il n'y a pas d'autre façon de le dire. Par contre, en B2B, c'est la fête. Ça s'appelle de la prospection commerciale, les gars. C'est-à-dire que si vous importez toutes les techniques B2C dans le monde B2B, elles marchent d'enfer. Pourquoi? Parce que ces types-là n'ont pas encore l'habitude d'avoir été arnaqués pendant 10 ans par des méthodes de gros hacking, etc. Par exemple, un truc qui m'épate et qui marche toujours, la prise de rendez-vous forcée en B2B. Je ne sais pas s'il y a des gens en B2B ici, je donne toujours le même conseil en B2B. Je ne sais pas pourquoi les gens ne me croient pas quand je donne ce genre de conseil. Ils se disent, il est fou, machin. Mais la meilleure chose qui marche en B2B, c'est le rendez-vous forcé. C'est un email du type, comme convenu, on se retrouve mardi prochain à 15 h, je vous laisse choisir le lieu. À bientôt. Vous n'imaginez pas le taux de conversion. Déjà, il y a un mec sur deux qui ne répond pas à votre email. Bon, pas très grave. Ensuite, sur un mec sur deux qui reste, il y a 3 cas. Il y a le cas du type qui s'énerve. Alors lui, il est gagné. Parce que le type qui est là, tu vois, tu le prends et tu le retournes tout de suite. C'est comme au judo. Le type, il vous engueule, ouais, pour qui vous vous prenez, on n'a jamais rendez-vous, machin. Là, réponse très froide. Cher monsieur, je suis vraiment désolé pour cette confusion. Figurez-vous que vous étiez dans ma liste de prospects et je me suis trompé par rapport à un client très intéressé. Figurez-vous que la société machin est sur le point de commander mon service. Au lieu de nous énerver, laissez-moi vous offrir un verre pour me faire pardonner et profitons de l'occasion pour parler de mon produit. Et boum! Alors là, les mecs énervés, les mecs, ils partent, déjà ils arrivent tout désolés. Ah oui, non, mais c'est vrai, l'erreur, je sais, pardon, désolé. Bon. Deuxième cas, le type, ah merde, je suis désolé, j'avais complètement oublié. Figure-toi que j'avais rendez-vous mardi à 15 h aussi. Est-ce que ça te dérange qu'on repousse? Ben non, ça ne me dérange pas vu que je viens d'envoyer l'email à 20 000 personnes. Donc en fait, ça m'arrange. Donc on replace. Et maintenant, tous les mecs qui répondent OK. Et vous allez vous retrouver dans le cas où plusieurs centaines de personnes vont répondre OK, pas de problème. Retrouvons-nous mardi prochain. Ils se disent putain, je ne sais pas qui c'est, mais quand je le verrai, peut-être que ça m'en viendra. Alors eux, c'est les gentils. Ils sont encore plus simples à convertir. Parce qu'ils sont gentils, parce qu'ils n'osent rien dire. Déjà, ils acceptent l'heure du rendez-vous, ils acceptent le rendez-vous avec vous, ils ne savent pas qui vous êtes. Et alors là, eux, très simple, 24 heures avant, écoutez monsieur, je suis désolé, j'ai raté mon train, est-ce qu'on peut reprogrammer? Et vous reprogrammez tous les rendez-vous que vous avez le mardi à 15 h. Cette technique, je vous assure, bon, le jour où des centaines de gens me croiront et la feront tous, ça ne marchera plus. Mais je vous assure, personne ne l'ose, mais elle est collector, elle marche à tous les coups. Et pourquoi? Parce qu'en B2B, ils ne sont pas habitués à ce genre d'email. Dans le monde B2B, les gens ne sont pas assez cinglés pour faire ça. Donc si vous êtes assez cinglé pour importer le monde du B2C dans le B2B, ça cartonne. D'ailleurs, dans les startups qui croient le plus vite à The Family, on a toute une catégorie de startups qui sont des startups qui regardent le monde B2C, qui connaissent le monde B2C et qui appliquent toutes ces règles au monde B2B. Maintenant, dernier point sur le B2B et j'arrête. Ne vous détrompez-vous sur qui est votre marché B2B. Je ne sais pas pourquoi en France, B2B
égale grand compte. C'est un grand mystère pour moi. Je comprends pas. Grand compte égale insupportable, casse-pied, prestataire de service, des mois de négo, etc. Et les types vous disent oui, c'est vachement important d'avoir EDF ou Orange comme référence parce qu'après, ça se vend comme des petits pains. Alors moi, j'aimerais vous poser une question très honnête. C'est quand la dernière fois vous avez été sur un site internet, vous avez vu le logo d'Orange et vous vous êtes dit oh la vache, Orange l'utilise. Oh, truc de ouf. Ah non, mais alors là, si Orange l'utilise, ça doit être génial comme produit. À mon avis, sur la grande majorité des clients moyennes et petites entreprises, ça fait un truc du genre, oulala, mon Dieu, Orange utilise, ça doit être un truc pour mastodonte. Ça doit être conçu et fait pour des gens qui ont des problématiques très complexes. C'est pas fait pour moi. Et pourtant, c'est la majorité du marché B2B. Et c'est ça le sujet, targeter correctement les gens. Et en général, en B2B, ça ne veut pas dire grand compte. Alors, il y a des produits qui veulent dire grand compte, mais c'est rare. C'est pas. Et puis, je ne vous parle pas des startups qui ont le malheur d'avoir réussi à vendre quelque chose à un grand groupe. En général, c'est là que les problèmes commencent. C'est devenu un running gag, en fait, à The Family. C'est grand 1, dire à une startup de ne pas vendre à un grand groupe. Grand 2, la startup ne vous écoute pas et a un contrat. Grand 3, elle vous rigole au nez en disant « Haha, t'as vu, j'ai eu raison d'avoir le contrat ». Grand 4, elle reçoit le Term of Purchase Agreement. Et là, c'est la décomposition fatale, quoi. Quand les types parlent d'audit technique, de DSI, et que vous vous retrouvez dans une salle de réunion avec 14 personnes, alors que vous avez des souris qui tournent derrière, comme ça, avec des petits rats, là, vous vous dites, OK, je suis dans la merde, j'aurais dû les écouter. Donc voilà, voilà pour les réponses sur le B2B. T'achètes coup d'État. Non, je rigole. Bon, d'accord. Bon, bah alors je vais te le dire parce que c'est pas dans le coup d'État. Non, en termes d'exécution, c'est exactement ce que tu viens de dire. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait concrètement en termes d'exécution. En termes d'exécution, c'est tu conçois ce que les gens ont envie d'avoir et tu le testes et tu vas chercher les utilisateurs en petit nombre pour tester où ils sont et tu changes jusqu'à un moment où tu arrives à trouver la bonne phrase, la bonne technique, la bonne tournure et le bon produit parce que il n'y a rien de pire qu'itérer sur un produit, imaginer un produit que personne n'utilise et que personne n'achète. Alors que vendre quelque chose qui n'existe pas, c'est la meilleure façon de créer une conversation très rapide pour trouver des choses à vendre et à fabriquer. Et d'ailleurs, parce que je sais ici qu'il y a des gens qui veulent faire des business de service, les business de service ont un avantage sur les produits en ligne, c'est que les business de service, on peut faire ça en vrai et en allant voir les gens. Et on peut aller vendre des choses qui n'existent pas. Et c'est comme ça qu'il y a des business de service qui ont eu des destins qui changent. Une histoire qu'on raconte assez peu, mais moi qui m'a fasciné toute mon enfance. Je ne sais pas si vous avez vu le film Pirates of Silicon Valley. Mais alors, qui a vu le film Pirates of Silicon Valley? Ah oui, c'est vraiment pas un genre. Ah oui, j'aurais cru beaucoup plus. Je vous invite tous à voir ce film. C'est vraiment fascinant. C'est un film sur l'histoire croisée de Steve Jobs et Bill Gates et comment l'ascension de Bill Gates a signé la mort de Steve Jobs, puis son retour en 98. C'est des années avant que. C'est un film qui a été fait avant que Steve Jobs devienne une légende. C'est pour ça qu'il est d'autant plus intéressant. Parce qu'aujourd'hui, là, les films qui sortent sur Steve Jobs, ils ont quelque chose de terrible, c'est qu'il y a déjà l'effet gourou qui est passé par là. Alors qu'en 98, quand il revenait dans une boîte en faillite, etc., c'était juste un affreux gros con qui s'était mis tout le monde à dos, quoi. C'était pas. Et c'est pour ça que le film est très agréable, parce que le parti pris du réalisateur est très intéressant, et notamment parce que je pense qu'il a perçu des choses sur Jobs. Enfin, tout ça pour en venir où? Il y a une scène qui m'a fasciné toute mon enfance. C'est la scène où Bill Gates, qui a une boîte de service, je ne sais pas si vous savez, mais Bill Gates, Microsoft, à la base, c'est une boîte de service. C'est une boîte qui développe des compilateurs pour des fabricants d'ordinateurs. Et ils ont commencé en développant un programme qui s'appelle BASIC, qui permettait de programmer les Altair 2. Et c'est pas Assassin's Creed. Et en fait, Bill Gates se retrouve dans un meeting avec IBM et il leur dit, avec son ton très intense, parce qu'il avait l'air d'être assez intense, ce jeune garçon, je sais pourquoi vous avez créé ce lieu. Vous avez créé ce lieu pour battre Apple et créer un personal computer. Et le type le regarde et lui dit, oui, mais encore, jeune homme, dites-moi.
Et il lui dit, vous avez fait ça, et pour faire ça, vous avez besoin d'un OS. Vous avez besoin d'un operating system. You need an operating system. Et le type lui dit, oui, we have the operating system you need. Et le mec lui dit, ah bon, ça fait quoi? Et il commence à lister les caractéristiques. Et là, ils sortent et ils sont dans la voiture. Et il y a Paul Allen qui regarde Bill Gates et qui lui dit, mais pourquoi tu leur as dit qu'on avait un operating system? On n'a rien de tout ça. Mais dans l'avion, tu m'as dit que tu connaissais un gars qui connaissait un gars qui avait développé un operating system. Il dit, oui, alors, bah voilà, on va aller l'acheter. Et donc, ils vont acheter l'operating system pour 20 000 $ auprès d'un type complètement paumé. Et ils prennent le truc et ils le vendent à Microsoft. Et le coup de génie, et un deuxième coup de génie, c'est qu'au lieu de vendre, comme c'était le cas, une presta d'habitude, ils pivotent, les mecs, et ils disent, écoutez, à chaque fois que vous vendrez un ordinateur, on garde la propriété sur le logiciel et on vous facture. Et le mec lui dit, mais de toute façon, la valeur est dans les machines, il n'est pas dans le software, il n'y a pas de problème. Et là, il y a cette phrase où vous voyez Bill Gates qui fait une course avec un espèce de tractopeller, truc là. Je sais pas comment on appelle ça, un truc. Comment? Un Fenwick, ouais. Oui, c'est ça, c'est un Fenwick. Et donc, il est avec son Fenwick, il fait la course avec Paul Allen, et il dit, c'est marrant, on était entouré de gens dont la seule obsession, c'était d'avoir l'air respectable, mais nous, on respectait personne. Et cette phrase, en fait, résume très bien ce qu'il faut pour construire quelque chose de nouveau. Si vous voulez construire quelque chose de nouveau, si vous voulez construire quelque chose qui change la façon dont le monde existe, et toute chose nouvelle change la façon dont le monde existe, vous avez besoin de violence. Vous ne pouvez pas le faire sans violence. Vous pouvez vous raconter ce que vous voulez, vous pouvez dire que there is a nice way to do that, blablabla, bla bla, c'est faux. C'est pas, c'est pas ça dont vous avez besoin. Ce que vous avez besoin, c'est de pousser le monde et de pousser contre l'inertie. Et pour pousser l'inertie, il faut une énergie cinétique proportionnellement plus forte à l'inertie qui est en place pour garder le monde tel qu'il est. Et ça, vous ne pouvez pas le faire en étant soft. Et c'est pour ça que commencer par vendre et commencer par trouver ce fit, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire. Parce que c'est ce fit qui va vous donner des ailes et vous porter pour les phases d'après. Et surtout, s'il y a une seule chose à retenir d'aujourd'hui, c'est à partir de maintenant, à chaque fois que vous entendez vous lisez un blog post, vous regardez une vidéo, que vous entendez un conseil, quoi que ce soit dans cet écosystème et dans ce monde-là, vous vous posez la question, est-ce que c'est donné pour les gens qui ont un product market fit ou est-ce que c'est donné pour les gens qui n'en ont pas, ce conseil? Parce qu'il n'y a rien qui est valable pour les deux. Il y a vraiment une différence de nature entre les deux startups qu'il faut que vous ayez en tête. Et d'un seul coup, ça simplifie tout. Ça simplifie les débats, ça simplifie les discussions, ça simplifie tout en fait. Allez, une dernière question, parce que j'ai un rendez-vous. Vas-y, et après Yanné. Ouais. Bah, en fait, le comment, c'est une question post-market fit. C'est pas une question, c'est l'élément de l'équation qui vient après le market fit, puisqu'au début, tu as juste besoin d'un comment artisanal et les plateformes de liquidité d'utilisateurs comme AdWords, etc., te fournissent pour pas cher les gens qui te permettent de tester ton product market fit. Donc au début le comment n'est pas un sujet. Ce qui est un sujet, en fait, donc tu as l'équation A lycée et ta liaison de covalence entre les deux, c'est du product market fit. Et A et C, c'est du pré-product market fit. Un entrepreneur en pré-product market fit, il cherche le couple AC, et un producteur qui a trouvé un product market fit, il cherche à faire que cette liaison de covalence entre A et C devienne de plus en plus grosse, de plus en plus solide et de plus en plus liquide. Et ça, c'est la problématique du product market fit. Je ne sais pas si c'était clair comme explication, mais non, je vois vos têtes, ok. Liaison de covalence. Hein. Ouais. Alors, alors, je viens de faire 1h30 pour essayer d'éviter cette question. Donc, question, OK pour le quoi, comment, qui, mais quid à propos du quand? Alors, je vais vous expliquer pourquoi j'ai évité cette question. D'abord parce que j'en sais rien. Alors là, dans le genre question hyper embarrassante, elle se pose là. Pourquoi?
Parce qu'en fait, cette histoire de quand est sans doute le plus gros mystère du monde entrepreneurial. C'est le plus gros mystère parce que d'un côté, l'intuition voudrait que le timing to market est très important. Concept de consultant des années 80, qui a eu grand succès dans les années 80-90, time to market, go to market, strategy into action to market, blablabla, tous ces to market. Le problème, c'est que en philo, on parle de notion infalsifiable. Une notion infalsifiable, c'est une notion où si tu prends la proposition, si tu dis un produit a besoin d'être au bon moment sur le marché et que tu poses la question qu'est-ce que ça veut dire le bon temps sur le marché, tu ne peux pas retourner le problème. C'est-à-dire que tu as une équivalence et l'inverse n'est pas forcément vrai. Donc, tu as des produits qui arrivent trop tôt, mais alors qu'est-ce que ça veut dire trop tôt? C'est-à-dire qu'ils ne se vendent pas. Est-ce qu'ils sont trop tôt parce qu'ils ne se vendent pas? Ou est-ce qu'ils ne se vendent pas parce qu'ils sont trop tôt? Ou est-ce qu'en fait, ils ne se vendent pas parce qu'ils ne se vendent pas? Et donc, en fait, le problème de la question quand, c'est qu'elle n'est pas explicative, elle est affreusement pas explicative, elle n'est pas prédictible, et elle est affreusement angoissante. Et alors là, je suis d'accord avec toi. Moi, le nombre de fois où, où je me dis, mais c'est pas possible, je suis sûr que dans 6 mois, c'est bon, ou dans 1 an, c'est bon, ou si seulement ils avaient lancé il y a 6 mois ou il y a 1 an, ce serait parfait. Dans le genre angoisse qui empêche de dormir, quand on comprend un peu ce qui se passe dans ce monde. Et surtout, c'est une angoisse d'investisseur. Le problème de la question quand, c'est que c'est une question que les investisseurs se posent alors qu'elle n'a aucun fondement. Elle n'a pas de fondement empirique, elle n'a pas de fondement théorique, elle n'a pas de fondement machin. Alors prenons un exemple très concret. Après c'est tellement confus pour moi que ça a dû être incompréhensible ce que je viens de dire, je m'en rends compte. Mais il faut comprendre en fait que dans tout ce que je vous raconte et tout ce qu'on raconte à The Family, il y a toujours des fondations théoriques très fortes. Et ces fondations théoriques, elles ont 2 sources. Elles ont l'empirisme, c'est-à-dire l'expérience personnelle et des autres qu'on collecte. Et l'un de nos grands métiers, c'est de collecter les expériences. Pourquoi on fait des office hours avec les entrepreneurs? Les gens pensent qu'on fait des office hours avec les entrepreneurs pour les conseiller. Je vais vous révéler un secret, j'ai jamais réussi à conseiller qui que ce soit en office hour. Soit vous dites ce que l'entrepreneur a envie d'entendre, et bon, c'est cool. Soit vous dites ce qu'il n'a pas envie d'entendre, et de toute façon, ça ne change rien. Alors pourquoi on fait des office hours? On fait des office hours parce que c'est une institution de collecte de data. Parce que quand vous dites à un type quoi faire et qu'il ne le fait pas, bah vous rendez compte que vous aviez raison ou tort, dans les 2 cas. Et puis surtout, les entrepreneurs parlent beaucoup en office hour. Puis vous enregistrez. Ils vous racontent leurs intuitions, leurs moments, leurs machins. Mais en fait, c'est comme ça. Et alors pourquoi ça a quand même de la valeur pour les entrepreneurs, sinon on ne le ferait pas? Ça n'a pas que de la valeur pour nous, ça a de la valeur pour l'entrepreneur parce que c'est toujours agréable d'avoir quelqu'un à qui parler. C'est la fonction affective de base, d'avoir quelqu'un comme ça en face et de parler, c'est pas désagréable. Mais résultat, c'est la première source. Et la deuxième source théorique dans tout ce qu'on dit, c'est qu'on essaye toujours de prendre des concepts falsifiables. C'est-à-dire qu'on peut prendre les conseils qu'on donne, à partir du moment où on a mis les bonnes hypothèses, c'est réplicable à nouveau et à nouveau et à nouveau. C'est-à-dire que j'essaye de ne jamais dire quelque chose que les gens ne peuvent pas répliquer eux-mêmes, en supposant qu'ils aient compris les hypothèses. Évidemment, si par exemple je dis que c'est très important de faire une campagne marketing quand on a un product market fit et qu'on n'a pas d'argent pour faire ce marketing, effectivement, les gens peuvent dire ah bah, ça ne marche pas le marketing. Bah oui, c'est juste qu'il n'y avait pas assez de moyens. Donc c'est les 2 choses-là. Maintenant, la question quand, on n'a aucune des 2 caractéristiques. D'abord parce qu'on n'a pas d'empirisme. Combien de startups ont été lancées contre le marché, contre le timing, de ce point de vue-là, enfin, non pas contre le marché parce qu'il n'existait pas, mais en termes de timing, et pourtant ont réussi. Et combien de startups sont mortes dans d'affreuses souffrances alors que c'était la mode? L'exemple du e-commerce. Pourquoi Amazon à lui tout seul vend 32 fois plus que tout le monde, tous les autres concurrents réunis? C'est énorme comme réussite. Est-ce que c'est un problème de timing? Ils sont lancés en 92. En 92, il y a 20 000 personnes sur Internet. En 94, il y a 70 millions de personnes sur Internet. En 98, il y a 170 millions de personnes sur Internet. Ils auraient dû mourir dans d'affreuses souffrances. Ce n'était pas liquide, ce n'était pas suffisant. Et pourtant, ils ont fait un monopole dans le livre et ils ont levé des fonds. Prenons Google. Google a été créé après la chute de la bulle dans un environnement de financement catastrophique. Les journalistes adorent les évidences rétrospectives. Par exemple, quand vous lisez un article sur Google, vous lisez partout que grâce à la crise,
Google en a profité pour embaucher des ingénieurs pas chers. Non mais la blague, ils ont jamais, c'est des types qui n'ont jamais pu faire un deuxième tour de table à cause de la crise. C'est des types qui, je me souviens de l'époque où j'avais des discussions sur des gens qui connaissaient Google. Ils disaient, ah ouais, de toute façon, cette boîte, elle est morte. Il n'y a rien qui va en sortir. Avec un marché du financement actuel et un cash burn de 400 000 € par mois, mais elle a quoi? Elle a 3 ans devant elle, 4 ans devant elle, c'est foutu. Il n'y a pas de problème. Donc tu vois, le problème, je me permets de tutoyer, le problème du timing, il est terrible. Parce que tout le monde a une opinion dessus. Personne n'arrive à avoir le moindre élément fiable et le moindre élément intéressant. Et on n'arrive pas à dire quoi que ce soit à un entrepreneur, parce que de toute façon, l'entrepreneuriat est déjà une exécution de l'impossible. Et cette exécution de l'impossible, elle passe aussi par le fait qu'on arrive à un moment donné à justement s'extraire de la condition de timing. Est-ce que ça veut dire qu'elle n'existe pas et qu'en fait, elle touche? C'est exactement la même question que sur la chance. Est-ce qu'il y a besoin d'être chanceux pour être entrepreneur ou pas? J'en sais rien. Est-ce que je demande au type de venir de gratter ça serait une idée intéressante. Je vais juste vous raconter une anecdote et vous allez comprendre à quel point des gens peuvent vivre ça. Il y a une époque pas si lointaine, il y a 9 ans maintenant, je travaillais à Hong Kong dans un grand fonds d'investissement qui était dirigé par un psychopathe. Et ce psychopathe, il avait comme caractéristique d'être extrême dans tout ce qu'il faisait. Il n'avait rien qu'il ne faisait pas à l'extrême. C'est-à-dire que si à un moment il découvrait qu'un type de nourriture c'était bon pour lui, il mangeait que ça. Si à un moment il découvrait que je sais pas quoi, machin. Et alors il avait un truc, c'est qu'il était persuadé que la chance existe. Et à l'époque, on recevait les business plans dans une pièce. Alors c'était une pièce assez grande parce qu'on recevait des centaines et des centaines de business plans. Mais les fichiers joints étaient trop lourds pour être envoyés par email et trop confidentiels pour que les gens fassent confiance d'envoyer un BP par email. Et donc, les gens envoyaient du papier avec des filigranes écrits personnel pour David Lee, personnel pour Issoun, personnel pour Milosis. C'était le nom des fonds. Et donc, les gens recevaient. Et alors, il y avait une institution, c'est que le lundi, il distribuait les BP aux différents associates qui devaient les rentrer, les taper, les analyser, écrire les notes pour le partner meeting de la semaine d'après. Et alors, il rentrait dans la pièce et ça finira jamais de m'étonner. Il avait donc une pile, il prenait des BP au hasard, il les foutait à la poubelle et il disait « J'aime pas les gens qui n'ont pas de chance ». Et alors, donc, super trait de l'esprit, très brillant, en plus qui crée la légende. Puis un jour, donc toujours la même histoire, il fout ses trucs, il dit, parce qu'en plus le mec radote, quoi, j'aime pas les gens qui n'ont pas de chance. Et je lui dis, mais vous êtes jamais dit que c'était vous qui n'aviez pas de chance? Il me dit quoi? Il dit, mais vous imaginez si vous jetez un BP qui est le bon, et qu'en fait, lui, il avait de la chance, mais il a eu la chance de ne pas vous avoir, vous, comme investisseur, d'être assez ahuri pour jeter des BP. Et le monde entier de ce type s'est écroulé, en fait. Alors déjà, tous les associates m'ont détesté parce qu'ils avaient tous 3 fois plus de boulot. Parce que maintenant, il devait regarder tous les BP. Et il n'a plus jamais jeté un BP de sa vie. Mais c'est exactement la même histoire que le camp. C'est que l'inverse est pas vérifiable, en fait. Bah oui, alors si tu penses que la chance existe, ça veut dire que tu penses que toi-même peux ne pas avoir de chance, en fait. Et donc c'est un risque trop fort. Voilà, j'espère que j'aurai répondu.